Ce qui s'est passé une nuit au Burkina Faso a ébranlé le monde entier, alors que l'Afrique était longtemps perçue comme un terrain d'observation pour les puissances étrangères. Un leader audacieux a défié cette perception. Ibrahim Traoré, capitaine des forces armées, a pris une décision qui allait marquer l'histoire. En une nuit, il a transformé l'équilibre des pouvoirs en perturbant un dispositif militaire occidental impitoyable. Ce n'était pas simplement un acte de résistance, c'était une déclaration de souveraineté. Et quand le monde a découvert ce qui s'était passé, les questions ont afflué. Comment un petit pays a-t-il défié les plus grandes puissances militaires du monde? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de l'Afrique? Ce moment, ce défi lancé à l'ordre mondial, ne peut être réduit à un simple acte de bravoure militaire. Il représente bien plus que cela. Ibrahim Traoré a pris un risque considérable en attaquant un dispositif de surveillance occidentale qui régissait les cieux africains depuis des décennies. Ce n'était pas seulement une action militaire, mais un coup de maître stratégique. Si le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, pouvait réussir à perturber ces technologies de pointe, cela ouvrait la voie à une reconsidération complète de la manière dont les pays africains abordent leur souveraineté. La promesse ici est claire. Plus jamais l'Afrique ne sera la cible invisible d'un contrôle extérieur. Les enjeux sont immenses. L'Afrique va-t-elle rester le théâtre des intérêts étrangers ou choisir un chemin de plus grande indépendance? Et qu'adviendra-t-il de ceux qui ont perdu leur emprise sur ce continent? Cette nuit-là, l'Afrique a franchi une ligne invisible, marquant le début d'une nouvelle ère. Une nouvelle ère où la souveraineté ne sera plus une faveur accordée, mais un droit défendu. Dans les profondeurs du Sahel, une étrange tension flottait dans l'air. Des rumeurs circulaient parmi les habitants du Burkina Faso, de petites histoires de bourdonnements mystérieux dans le ciel. Les témoins parlaient de lumières clignotantes qui traversaient la nuit, comme des ombres furtives se déplaçant au-dessus de leur tête. Au début, ces observations ont été prises pour des superstitions, des légendes des temps anciens. Mais ce que les habitants ignoraient, c'était que les drones étrangers opéraient dans l'ombre. Ces drones n'étaient pas des appareils ordinaires. Ils étaient les yeux invisibles des puissances occidentales, surveillant chaque mouvement, traçant des cartes invisibles de l'Afrique. Leur présence n'était pas seulement une surveillance, c'était une déclaration de domination. Mais Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, n'a pas regardé en silence. Il a vu les drones, il a observé leur balai parfait, leur trajectoire calculée. Et il a compris que ce n'était pas de la simple surveillance, c'était de la préparation militaire. Les drones étaient bien plus qu'un outil d'observation. Ils étaient les instruments d'un contrôle sous-jacent, un moyen pour les puissances étrangères de maintenir leur mainmise sur les ressources et les territoires africains. Traoré savait qu'il ne pouvait pas rester inactif. Il n'était pas question d'attendre que la situation dégénère. Il a ordonné à ses officiers d'intensifier les patrouilles, de surveiller les fréquences aériennes et de préparer une réponse. Ce qu'il ne savait pas encore, c'était que cette décision allait bouleverser le ciel de l'Afrique pour toujours. Les ingénieurs et les militaires du burkinabé ont commencé à recalibrer leurs équipements, renforçant leur capacité de détection avec des technologies locales et des méthodes astucieuses. Peu à peu, un réseau de renseignements se mettait en place, sans bruit, mais avec une précision implacable. En quelques semaines, les drones occidentaux étaient devenus des cibles traquées. Le vent du désert soufflait fort sur les plaines du Burkina Faso. Mais ce soir-là, la détermination de Traoré soufflait plus fort encore. Une guerre secrète avait commencé, mais elle allait prendre une tournure imprévisible. Ce que le monde ne savait pas, c'était que la souveraineté de l'Afrique venait de trouver sa voie. Ibrahim Traoré n'était pas un simple militaire. Il était un stratège, un visionnaire, qui comprenait les dynamiques complexes de la géopolitique africaine. Dès qu'il a pris le commandement,
Il a su que le Burkina Faso devait se préparer à quelque chose de plus grand que la simple défense de ses frontières. Ce n'était pas seulement une question de sécurité nationale, mais de redéfinir l'Afrique dans le cadre mondial. Il a rapidement compris que l'Afrique ne pouvait plus être un spectateur dans son propre destin. Et pour ce faire, il fallait d'abord perturber le système qui contrôlait les ressources et les informations du continent. Ce qui a commencé comme une série de petites décisions tactiques est rapidement devenu une réorientation stratégique plus vaste. Traoré savait que chaque mouvement devait être calculé avec soin, chaque acte devait être mesuré, et chaque ressource utilisée pour maximiser l'impact. Il a mobilisé des experts locaux, jeunes ingénieurs et scientifiques, souvent formés à l'étranger mais profondément attachés à leur pays. Ces esprits brillants, animés par un sentiment de patriotisme et d'urgence, ont commencé à reconstruire les capacités de détection du Burkina Faso. Des radars étaient améliorés, les technologies de cybersécurité étaient renforcées et une stratégie de surveillance a été mise en place avec une efficacité presque militaire. Mais au-delà des améliorations techniques, Traoré a su galvaniser le moral de son peuple. Il a fait comprendre à ses troupes et à la population que ce qu'il faisait n'était pas seulement une question de défense, mais un acte de souveraineté nationale. Ce changement de perspective a eu des répercussions immédiates. Les soldats, sur le terrain, ne se sont plus sentis comme de simples exécutants, mais comme des acteurs d'un changement profond. Le peuple burkinabé, longtemps méprisé et ignoré par les puissances mondiales, commençait à sentir qu'il n'était plus impuissant. Ce n'était pas une rébellion aveugle, c'était un réveil stratégique. Et comme une vague, ce sentiment a commencé à se propager à travers tout le pays. L'histoire prend une tournure décisive lorsqu'Ibrahim Traoré décide d'agir. 1 mois après la découverte des drones, la situation a atteint un point de non-retour. Le Burkina Faso avait observé ces dispositifs militaires occidentaux avec une précision croissante. Il ne s'agissait plus d'une simple surveillance, mais d'une menace directe à la souveraineté nationale. Les drones n'étaient pas là pour simplement observer. Ils étaient là pour anticiper, pour prévoir les mouvements de l'armée burkinabé et des populations locales. Traoré, avec son équipe de commandement, a commencé à surveiller les trajectoires des drones à l'aide des radars récemment recalibrés. En analysant les données, ils ont pu déterminer les zones d'intérêt stratégique. Une fois cette analyse effectuée, la décision fut prise. Le Burkina Faso allait passer à l'offensive. Les premières frappes ont eu lieu dans Saint. Un silence presque total, la nuit étant le meilleur moment pour agir. Les équipes de renseignement burkinabé ont mis en place un réseau de surveillance sur le terrain. Les drones se déplaçaient avec régularité, mais l'armée burkinabé, en silence et sans alerter l'ennemi, a commencé à se préparer à une confrontation. Chaque nuit, les signaux de détection devenaient plus précis, les appareils ennemis plus vulnérables. En même temps, le climat mondial se préparait à une tempête diplomatique. Les analystes étrangers n'étaient pas encore conscients du danger qui s'approchait. Mais dans les coulisses de l'armée burkinabé, une préparation minutieuse se poursuivait. Le plan était simple, mais d'une audace inouïe. Abattre les drones sans alerter l'ennemi jusqu'au dernier moment. Le matériel radar était maintenant capable de suivre les fréquences émises par les drones, même à de faibles altitudes. Les ingénieurs burkinabés avaient perfectionné leur dispositif, rendant ainsi leur pays capable de faire face à la menace. Le 23 décembre, après une série de faux signaux et de faux rapports envoyés aussi aux équipes adverses, la nuit fatidique arriva. Traoré ordonna à ses troupes de se préparer. L'opération était sur le point de commencer. En l'espace de quelques heures, le ciel au-dessus du Sahel allait changer à jamais. Les premières cibles étaient clairement définies. Les drones occidentaux circulaient tout comme d'habitude. Mais ce soir-là, leur trajectoire était surveillée de près. En réponse, l'armée burkinabé a mis en place une série de manœuvres coordonnées. Les radars étaient activés à pleine capacité. Les zones de détection étaient totalement couvertes. L'attaque ne se ferait pas à l'aveuglette, mais avec une précision chirurgicale. Les militaires burkinabés ont attendu le bon moment.
Et c'est exactement ce qu'ils ont obtenu. Le premier drone a été abattu avec une précision absolue. Un éclair lumineux dans la nuit, et l'un des appareils ennemis disparaissait dans l'air. Le deuxième drone fut abattu de la même manière, presque immédiatement après. L'opération s'est déroulée dans un calme presque effrayant, comme si tout avait été prévu jusque dans les moindres détails. Au sein du centre de commandement, la pression était palpable, mais chaque homme savait exactement ce qu'il devait faire. Lorsque le troisième drone est apparu, la tension a atteint son apogée. Mais tout était déjà sous contrôle. L'attaque a été une réussite totale. 3 drones, réputés inarrêtables, avaient été neutralisés. Le calme est retombé sur le centre de commandement. Personne n'a célébré, personne n'a crié de joie. Les hommes présents savaient qu'ils venaient de marquer l'histoire. La mission était accomplie, mais les retombées allaient être énormes. Ce n'était pas simplement une victoire militaire, c'était une déclaration sans mots, un message envoyé au monde entier. L'Afrique n'était plus la proie des puissances étrangères. À ce moment précis, Ibrahim Traoré savait que le Burkina Faso venait de changer le cours de son histoire et celui de tout un continent. Lorsque les 3 drones occidentaux ont été neutralisés au-dessus du Burkina Faso, l'impact immédiat ne résidait pas seulement dans la destruction des appareils eux-mêmes, mais dans les données qu'ils ont fournies. Les autorités burkinabées ont rapidement analysé les séquences radars capturées durant l'opération. Ces données ont révélé des informations cruciales, la fréquence et les trajectoires exactes des drones, leur vitesse, ainsi que les altitudes à partir desquelles ils opéraient. Ce n'était pas simplement une victoire tactique, c'était une occasion en or de comprendre le fonctionnement interne des dispositifs de surveillance des puissances occidentales. Les premiers chiffres révélés par les radars du Burkina Faso étaient stupéfiants. Les drones, souvent considérés comme invisibles et indétectables, avaient été repérés bien avant qu'ils ne s'approchent des zones sensibles. Le système de radar burkinabé avait permis de capter les fréquences très faibles émises par les drones, ce qui, selon les experts internationaux, était une tâche presque impossible avec des équipements basiques. De plus, le matériel récemment recalibré par les ingénieurs locaux avait détecté des anomalies dans les signaux des drones, confirmant qu'ils n'étaient pas là uniquement pour surveiller, mais bien pour anticiper des mouvements militaires. La répartition des drones sur les zones de défense stratégiques, près des lignes de front et des installations minières récemment nationalisées, a également révélé la véritable nature de la mission. Ces drones ne se contentaient pas d'observer des paysages ou des infrastructures, mais bien de cartographier les forces militaires locales et les positions stratégiques. Ce qui était encore plus surprenant, c'était la coordination entre ces drones. Ils ne se déplaçaient pas de manière aléatoire, mais selon une formation géométrique parfaite, ce qui témoignait d'une planification minutieuse et d'une hiérarchisation des priorités. La capture de ces données a offert au Burkina Faso une vue d'ensemble de l'étendue du dispositif de surveillance et a permis d'analyser les points faibles de cette technologie avancée. Mais les preuves ne se limitaient pas aux données collectées par les radars. Les autorités burkinabées ont également utilisé des technologies locales pour scruter les fréquences aériennes à différentes altitudes. Et ce qui a été découvert a encore plus étonné les experts militaires. Un appareil de surveillance de haute technologie, pourtant réputé pour sa furtivité, avait été intercepté par un réseau de détection simple mais efficace. Les statistiques étaient là sur papier. Ces drones, considérés comme invincibles, avaient été détruits par une force locale. Les puissances occidentales, qui avaient longtemps vu l'Afrique comme une zone d'influence, se sont retrouvées confrontées à une réalité qu'elles n'avaient pas anticipée. Le rapport détaillant ces événements a été distribué à plusieurs instances de décision, y compris au Pentagone et à l'OTAN, mettant en lumière les capacités du Burkina Faso à non seulement détecter, mais aussi à neutraliser les technologies militaires avancées. Cela a provoqué une onde de choc dans les cercles diplomatiques et militaires internationaux. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme un pays pauvre et sans défense, venait de démontrer qu'il pouvait non seulement repérer l'ennemi, mais aussi l'éliminer avec une précision chirurgicale. En l'espace de quelques heures, une petite nation enclavée
était devenu un modèle de souveraineté et de résistance face à l'ingérence étrangère. L'impact de cette opération n'a pas seulement été quantifiable en termes de matériel détruit, mais aussi en termes d'évolution des perceptions sur la puissance militaire africaine. Le Burkina Faso venait de franchir une étape importante dans l'affirmation de sa souveraineté, et le monde commençait tout juste à prendre la mesure de ce qui venait de se passer. Lors de l'attaque de ces drones, une question fondamentale se posait. Comment une nation aussi petite que le Burkina Faso avait-elle pu réussir un tel exploit? La réponse ne résidait pas seulement dans la technologie ou la préparation, mais dans la stratégie audacieuse de Traoré et la mobilisation de son peuple. Deux grandes hypothèses ont rapidement émergé sur la scène internationale. La première, c'est que ce succès était dû à une ingérence extérieure, peut-être en raison de l'aide d'un autre pays ou d'un acteur étranger, comme la Russie ou la Chine, connus pour fournir des technologies militaires aux nations en développement. La deuxième hypothèse suggérait que le Burkina Faso avait utilisé une technologie cachée, un développement militaire secret que personne n'avait anticipé. Cependant, à mesure que l'enquête avançait et que les preuves devenaient plus claires, une autre vérité émergeait. Le Burkina Faso avait agi de manière indépendante, sans l'aide d'autres puissances et sans l'utilisation de technologies avancées étrangères. Au contraire, l'opération avait été rendue possible par une série de mesures locales, développées par des ingénieurs et des techniciens burkinabés. Le pays avait mis au point une solution maison qui, bien que modeste par rapport aux technologies sophistiquées de l'Occident, était parfaitement adaptée à ses besoins spécifiques. En analysant les données collectées par les radars et les systèmes de détection, il est devenu évident que les frappes avaient été réalisées avec une grande précision, grâce à l'adaptation des équipements à l'environnement local et à la capacité d'anticipation des trajectoires des drones. Ce n'était pas un miracle technologique, mais un exploit stratégique fondé sur une observation méticuleuse, une préparation sans faille et une grande flexibilité. Le fait que le Burkina Faso ait pu neutraliser des drones occidentaux réputés invincibles a montré qu'une nation ne doit pas nécessairement dépendre des grandes puissances pour défendre sa souveraineté. Le véritable enseignement de cette opération était donc que même les nations les plus modestes peuvent infliger des coups redoutables aux grandes puissances, tant qu'elles possèdent la volonté et la capacité d'adapter les ressources disponibles à leur contexte. En fin de compte, ce succès est devenu un symbole de l'indépendance et de la résilience des nations africaines face aux forces extérieures. Cependant, bien que la victoire militaire ait été indiscutable, elle a aussi suscité une série de discussions sur les ramifications géopolitiques à long terme. Le monde ne regarderait plus l'Afrique de la même manière après cet événement. Ce que Traoré avait accompli allait changer le discours mondial sur les capacités militaires africaines et pourrait même servir de modèle pour d'autres pays qui cherchent à se protéger des ingérences extérieures. Cette nuit-là, l'Afrique a franchi un tournant. L'événement qui allait marquer les esprits a débuté avec une simple décision, ne plus rester dans l'ombre. Ce qui semblait être une simple victoire militaire est en réalité bien plus que cela. Le Burkina Faso, grâce à la stratégie de Traoré, a démontré au monde entier que même les plus petites nations peuvent résister à l'influence des grandes puissances. Mais ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un message clair. Le silence du Burkina Faso n'était pas un signe de faiblesse, mais une attente stratégique. Ce n'était qu'un début. L'attaque contre les drones a montré une facette d'un défi plus large. Un défi contre la domination technologique occidentale sur l'Afrique. Et le monde n'était pas prêt pour cela. Dès le matin, les autorités occidentales ont été confrontées à une vérité qu'elles savaient n'avaient pas anticipée. Ce n'était pas juste une perte de matériel, mais une remise en question de la manière dont l'Afrique serait perçue à l'avenir. Les rapports ont rapidement circulé, signalant la neutralisation des drones avec des technologies locales. Ce fut un réveil brutal pour les nations occidentales, qui ont réalisé que l'ère de la surveillance invisible
touchait à sa fin. La souveraineté de l'Afrique, longtemps mise à l'épreuve, venait de trouver sa voie dans une explosion de fierté et d'indépendance. Les conséquences immédiates de cette opération furent ressenties à travers l'Afrique et au-delà. En Afrique de l'Ouest, le sentiment de fierté était palpable. Le Burkina Faso, jusqu'alors considéré comme un petit acteur dans le théâtre géopolitique mondial, venait de donner une leçon à la communauté internationale. La première réaction fut la stupeur. Aucun pays africain n'avait jamais osé défier les puissances occidentales avec une telle audace. Mais pour les nations africaines, cette action a représenté bien plus qu'un simple acte militaire. Elle a incarné un retour de fierté et d'autonomie. Les chefs d'État et les responsables militaires à travers le continent ont rapidement pris note de ce qui s'était passé. En quelques jours, les discussions sur la souveraineté et la défense nationale se sont intensifiées à travers toute l'Afrique. Ce qui était autrefois perçu comme une faiblesse, une dépendance à l'égard des technologies militaires occidentales, était désormais considéré comme une opportunité pour les nations africaines de se défendre elles-mêmes. Pour certains pays, cet événement a été un déclencheur. Des réunions secrètes ont eu lieu entre plusieurs gouvernements africains qui ont commencé à envisager des collaborations pour développer des technologies de défense locales. Les investissements dans la cybersécurité, l'ingénierie radar et la formation de techniciens locaux ont pris une nouvelle ampleur. Les relations avec les puissances occidentales ont commencé à changer. Les diplomates européens et américains se sont précipités pour tenter de comprendre l'ampleur de l'incident et de minimiser les dégâts. Leurs rapports ont rapidement révélé une vérité inquiétante. L'Afrique venait de démontrer qu'elle n'était plus un terrain d'expérimentation ou de domination passive. Le défi lancé par le Burkina Faso a envoyé un signal aux autres pays africains. La défense de leur espace aérien et de leur souveraineté ne dépendait plus uniquement des grandes puissances. Ils pouvaient et devaient se défendre par leurs propres moyens. Pour les leaders africains, cette opération était le symbole d'une nouvelle ère. En conséquence, plusieurs pays ont initié des programmes visant à renforcer leurs capacités militaires locales. Des partenariats ont vu le jour entre les nations africaines, notamment en matière de technologie et militaire et de renseignement. Mais les conséquences de cette opération ne se limitaient pas aux frontières africaines. À l'échelle mondiale, cette action a eu un impact considérable. La communauté internationale a été forcée de revoir ses évaluations de l'Afrique. La perception du continent comme un espace vulnérable et subordonné a commencé à changer. En quelques semaines, les médias ont relayé l'information à l'échelle mondiale, et les analystes géopolitiques ont réévalué leurs rapports sur la stabilité de la région. L'incident a également provoqué des tensions diplomatiques. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont exprimé leur mécontentement par des canaux diplomatiques, mais n'ont pas osé prendre des mesures ouvertes. Cela aurait révélé une faiblesse qu'ils ne pouvaient pas admettre. En silence, les puissances occidentales ont dû faire face à la réalité. Leur contrôle invisible sur l'Afrique était en train de se dissiper. Ce qui semblait être un petit pays isolé défendant son ciel est devenu le catalyseur d'un changement fondamental dans l'équilibre des pouvoirs. La question n'était plus de savoir si l'Afrique pourrait se défendre, mais de savoir jusqu'où cette autonomie nouvelle pourrait aller. La véritable conséquence de cette opération résidait dans son effet sur la conscience collective du continent. Le peuple africain, longtemps considéré comme une victime passivement observée, s'était soudainement levé pour montrer au monde qu'il n'était pas là pour être dominé. Le message était clair. L'Afrique était prête à se défendre, et personne ne pourrait jamais la traiter comme une proie à nouveau. Les 6 à 12 mois suivant l'attaque des drones ont été marqués par des bouleversements géopolitiques notables. Le Burkina Faso, tout d'abord, a consolidé ses progrès en matière de défense nationale. Dans les mois qui ont suivi l'incident, le gouvernement a intensifié ses efforts pour développer des technologies locales, notamment en mettant en place des collaborations avec des universités et des institutions techniques pour renforcer ses capacités radar et de surveillance. Le pays a également commencé à se tourner vers d'autres nations africaines
pour former des alliances stratégiques. Le modèle burkinabé a inspiré de nombreux pays du continent qui ont cherché à emboîter le pas en développant leur propre système de défense. Les nations comme le Mali, le Niger et la Côte d'Ivoire ont vu dans cet événement un catalyseur pour renforcer leur autonomie militaire. D'ici un an, un consortium africain pourrait bien émerger, avec des technologies de défense adaptées à la réalité géopolitique du continent. En parallèle, la diplomatie africaine a évolué. Le Burkina Faso, autrefois perçu comme un petit acteur sans influence, a vu son rôle sur la scène internationale grandir. Le pays est devenu un symbole de résistance contre les puissances occidentales et a été invité à participer à des forums internationaux où il n'était pas traditionnellement représenté. À l'échelle diplomatique, un alignement plus clair entre les pays africains est devenu évident. Les discussions au sein de l'Union africaine se sont intensifiées, avec des appels à renforcer l'autosuffisance du continent en matière de défense et à limiter la présence des puissances étrangères dans la région. Un des scénarios les plus probables dans les prochains mois est la réorientation des relations économiques et sécuritaires entre l'Afrique et l'Occident. D'un côté, les États-Unis, la France et d'autres nations européennes pourraient chercher à réduire leurs interventions directes en Afrique, sachant qu'un nombre croissant de pays africains sont capables de se défendre sans aide extérieure. Mais d'un autre côté, ces nations pourraient également répondre par des sanctions ou des pressions diplomatiques, tentant de dissuader les autres pays africains de suivre l'exemple du Burkina Faso. La réaction mondiale à cette démonstration de puissance africaine ne sera pas uniforme, alors que certains pays, notamment en Asie et en Amérique latine, salueront cette montée en puissance de l'Afrique. D'autres nations, particulièrement les puissances occidentales, risquent de réagir par une augmentation des pressions économiques. Le scénario optimiste prévoit une plus grande coopération entre les nations africaines pour la sécurité et le développement. À long terme, les investissements dans les infrastructures militaires et la coopération en matière de cybersécurité et de défense nationale renforceront le continent dans sa quête d'indépendance. En revanche, le scénario pessimiste impliquerait une montée des tensions diplomatiques avec les anciennes puissances coloniales, ainsi qu'une intensification des interventions militaires, sous prétexte de maintenir la stabilité. Mais l'option la plus probable semble être un compromis. L'Afrique va chercher à renforcer ses capacités tout en évitant de trop s'aliéner ses partenaires commerciaux et politiques. Toutefois, le message est assez clair. Le Burkina Faso a ouvert une voie, et d'autres pays africains suivront probablement cette route. L'Afrique va désormais compter davantage sur ses propres ressources pour se défendre, et la question de la dépendance à l'égard des puissances étrangères sera remise en question plus que jamais. La montée en puissance du Burkina Faso a eu un impact profond sur le continent africain, mais aussi sur le monde entier. Cet événement n'a pas seulement influencé les relations diplomatiques ou les stratégies de défense des pays africains, il a également résonné profondément dans le cœur de millions de personnes. Les habitants de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi ceux du reste du continent, ont commencé à regarder leur monde sous un nouveau jour. L'idée que les grandes puissances militaires pouvaient, sans contestation, surveiller et influencer l'Afrique a été renversée. Le sentiment de fierté qui a traversé les rues de Ouagadougou a envahi des villes de toute l'Afrique. Les jeunes Africains, qui se sentaient parfois impuissants face à l'influence étrangère, ont vu dans cette victoire un symbole d'espoir et de possibilité. L'impact de cette opération dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Il s'agit d'une véritable prise de conscience collective. L'Afrique n'est plus une victime passive dans un système de domination mondiale, mais un acteur capable de reprendre son destin en main. Les images de Ibrahim Traoré, calme et déterminé, sont devenues des symboles de cette nouvelle ère. Ce n'était pas seulement un homme qui avait défendu son pays, c'était un leader qui incarnait l'espoir pour un continent tout entier. En Afrique, des milliers de jeunes regardent ce moment et s'en inspirent. Ils rêvent maintenant de créer, d'innover et de défendre leur continent sans avoir à dépendre des puissances étrangères. Mais au-delà de la fierté, un autre sentiment a émergé, celui de la responsabilité.
Si l'Afrique veut vraiment reprendre son destin en main, elle doit investir dans ses propres ressources, dans sa propre défense et dans son propre avenir. L'histoire de cette nuit marquante est en train de devenir un catalyseur pour des changements encore plus importants. Dans les mois à venir, cette fierté pourrait se traduire par des actions concrètes. L'Afrique pourrait bien commencer à remettre en question non seulement sa dépendance à l'égard des puissances militaires, mais aussi sa place dans l'ordre économique mondial. Ce n'est pas une simple victoire militaire que le Burkina Faso a remportée. C'est une victoire sur la perception du continent africain. Une victoire qui pourrait avoir des répercussions sur la manière dont le monde regarde l'Afrique pendant des décennies.